Bienvenue sur la Tribune des Pirates. À l'occasion de la semaine contre l'apartheid israélien, nous rencontrons aujourd'hui Olivia Zemmour, présidente d'Europalestine. Bonjour Olivia Zemmour. Bonjour. Alors, question simple, est-ce que le boycott d'Israël est illégal en France? Alors c'est ce que tu as répété le lobby israélien en France. Illégal, ça voudrait dire qu'il y a une loi qui interdise à des citoyens d'appeler au boycott d'un État, en l'occurrence Israël. Or, en France, il n'y a aucune loi de ce type. On a le droit d'appeler au boycott de la Chine, de la Russie, de l'Iran. Bernard-Henri Lévy a même appelé au boycott de la Corse. Et donc, Israël, il n'y a pas une loi qui dit on a le droit d'appeler au boycott de n'importe quel État, sauf Israël. Alors ça n'existe pas. Voilà. Donc, il y a eu des tribunaux, il y a eu des juges qui ont condamné des militants pour l'appel au boycott. Il y en a eu d'autres qui, au contraire, ont trouvé que c'était très légitime et les ont confortés, ont considéré que c'était parfaitement légal et même, je dirais, bien. Donc il y a des tribunaux qui ont jugé en notre faveur, d'autres en notre défaveur, mais ça ne fait aucunement une loi. C'est-à-dire que la loi disant que c'est interdit n'existe pas au jour d'aujourd'hui. En revanche, il existe maintenant une loi qui est parue au journal officiel du 24 novembre dernier, une loi récente qui dit que sont dans l'illégalité les commerçants en France, qu'ils soient grande surface ou petits commerçants, qui affichent le mot Israël sur des produits alimentaires qui, en vérité, ne viennent pas d'Israël, mais viennent des territoires palestiniens occupés, des colonies, ou même du plateau du Golan en Syrie qui a été annexé illégalement, et donc demande aux opérateurs économiques, c'est comme ça que c'est dit, français, de suivre les directives européennes et qu'ils n'ont plus le droit de marquer Israël s'ils ne sont pas certains que ça ne vient pas des colonies. Donc ça, c'est par exemple quelque chose de nouveau, d'important, dont presque personne n'a entendu parler, mais que les commerçants commencent à savoir, notamment grâce à nous. Et donc, voilà, l'illégalité, elle serait là. Elle serait justement à proposer dans les rayons des produits qui viennent des territoires palestiniens occupés en faisant croire que c'est Israël. Et sur quoi se basent les juges pour vous condamner? Alors, les juges détournent une loi qui est la loi qui interdit les discriminations à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse, à une ethnie, à une race, à une nation. Et c'est une loi, une très bonne loi, qui a été faite pour empêcher que des employeurs refusent un emploi à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est de telle nationalité, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est homosexuel, etc. Ou refusent un logement, par exemple. Donc c'est une loi pour protéger contre ce type de discrimination. Or, comme l'a expliqué le syndicat de la magistrature en France, détourner cette loi au profit de l'État d'Israël, en disant qu'on discrimine contre une nation, alors qu'il s'agit d'individus qu'on essaye de protéger, pas des pamplemousses, des avocats ou des patates douces. Donc, on essaye de détourner cette loi pour dire « Ah, il ne faut pas toucher à l'État d'Israël ». Mais voilà, il y a beaucoup de juges, et notamment les juges les plus spécialisés dans le droit de la presse, parce que ça fait partie du droit de la presse, qui nous ont donné totalement raison. Vous dites qu'Israël exerce un lobbying intensif en France et que vous en faites les frais régulièrement. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, l'action du lobby israélien sur les institutions, sur les partis, sur les gouvernements, elle ne s'exerce pas qu'en France. Al Jazeera a fait un excellent reportage récemment pour montrer comment on peut, le lobby israélien, par tous les moyens, que ce soit la corruption, que ce soit des voyages luxueux tout frais payés, que ce soit le fait de promettre un job intéressant, une carrière à quelqu'un, peut influencer
faire pression sur la politique d'un pays, sur la politique d'un syndicat d'étudiants, sur la politique, voilà. Mais, si vous voulez, en France, c'est encore plus décomplexé. C'est-à-dire qu'en France, où le lobby israélien est particulièrement nombreux et agressif pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, s'adresse directement, pas de manière cachée, pas sous la table, directement envoie par exemple des courriers au préfet de police de Paris qui ont été rendus publics. Je veux dire qu'ils mettent sur leur site, le site du CRIF par exemple, qui se dit le conseil représentatif des institutions juives de France, mais il est absolument pas représentatif de l'ensemble des juifs de France. Il est en revanche un relais par rapport à la politique israélienne et aux intérêts israéliens. Carrément, vous le savez, organise chaque année non seulement un dîner qui est le dîner du CRIF, qui est une injonction à venir lécher les bottes d'Israël. On ne parle pas de la religion juive ni rien, on parle des intérêts d'Israël, mais en plus, je veux dire, se sert de différents moyens de pression qui sont à la fois le financement de partis, le financement de toute une série d'institutions, le chantage à l'antisémitisme, le fait d'avoir imposé dans toute une série d'enseignements importants. Par exemple, les magistrats, dans leur cursus et dans leur formation, sont obligés d'avoir tout un module sur la Shoah. Bon, pour vous donner une idée. Et puis, bien entendu, il y a en France ce qu'on appelle l'agence juive, c'est-à-dire plus d'une centaine de personnes qui ont l'immunité parlementaire et dont l'essentiel du travail consiste à s'intéresser de très près à la vie privée de toute une série de gens qui ont du pouvoir ou qui pourraient en avoir un jour et à essayer d'y déceler des failles et de le faire savoir, c'est-à-dire de faire savoir aux intéressés qu'ils sont au courant d'eux et que s'ils n'ont pas envie que ça se sache, eh bien il vaut mieux soutenir Israël. Donc c'est un mélange, si vous voulez, de méthodes, de procédés plus que douteux pour faire pression. Et bon, je dirais par exemple, prenez l'école de journalisme en France, bon ben les écoles de journalisme, le CRIF et d'autres officines israéliennes proposent chaque année des voyages en Israël, tout frais payés par exemple. Bon, il ne faut pas avoir beaucoup de déontologie pour accepter ce genre de voyage et espérer qu'ensuite les gens vont pouvoir avoir une opinion objective. Mais voilà, donc en ce qui nous concerne, si vous demandiez plus précisément, le CRIF a envoyé récemment une lettre à Michel Cadot, préfet de police de Paris, pour lui demander d'interdire nos rassemblements en disant qu'ils étaient antisémites, anti-juifs, etc., sans nommer notre association, parce que sinon ils savent qu'on va attaquer en justice et qu'on va gagner. Donc ils disent les manifestations pro-BDS. Voilà comment ils choisissent leurs termes. Et bon, ils ont des relais au niveau politique. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait partie des Républicains, a envoyé une lettre en disant donc au préfet de police de Paris qu'il devait interdire nos manifestations et que s'il n'avait pas d'argument à nous opposer, il pouvait toujours se servir de l'état d'urgence et des prochaines élections pour nous interdire sans justification, sans motif. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, bon, je veux dire que nous, on ne va pas céder, hein, c'est-à-dire que l'occupation, elle existe depuis 50 ans, je dirais la déclaration Balfour depuis 100 ans, le partage par l'ONU, c'est-à-dire le fait d'enlever 55% de sa terre au peuple palestinien, une terre qui n'appartient à aucune des puissances de l'ONU, et de la donner de cette manière, ça fait quand même maintenant 70 ans, jour pour jour, et tous les jours, donc, plus de colonies, plus d'emprisonnements, plus de torture d'enfants, plus de maisons palestiniennes démolies. Je pense que la moindre des choses, c'est de demander des sanctions. La France et l'Europe ne se gênent pas pour prendre des sanctions à l'encontre de pays dont la politique ne lui plaise pas, parce que certains régimes ne lui plaisent pas. Et nous ne demandons pas qu'on aille bombarder des populations civiles. Nous demandons simplement
qu'un certain nombre de privilèges dont bénéficie aujourd'hui Israël, qui sont énormes, parce qu'Israël est considéré à l'égal d'un pays européen, c'est-à-dire qu'il est dispensé de toute taxe sur les produits à l'exportation, c'est-à-dire qu'il est intégré à tous les programmes de recherche et de développement de l'Union européenne, qu'il fait partie des compétitions sportives comme celle de l'UEFA, qu'il fait partie de l'Eurovision. Bref, il est considéré comme un pays européen. Or, il profite de ces avantages dans cet accord d'association très spécial entre l'Europe et Israël, qui comprend une clause, un article, l'article 2 de cet accord d'association, qui dit que ces avantages ne sont accordés qu'à condition que le pays respecte les droits de l'homme. Israël ne respecte ni les droits de l'homme, ni le droit international. Non, donc nous demandons, si vous voulez, la suspension, la suppression de cet accord, tant qu'Israël occupe, colonise, torture les enfants et empêche l'application des résolutions de l'ONU, dont le droit au retour pour les réfugiés palestiniens. Donc nous sommes dans cette situation et je pense que le bras de fer est loin d'être terminé. Comme vous l'avez dit, cela fait 100 ans que les accords Balfour ont scellé le sort du peuple palestinien. Où en est-on aujourd'hui ? Alors je vous disais, sceller, c'est un mot un peu trop définitif parce que tous les dirigeants sionistes pensaient et disaient, comme Ben Gourion, les plus vieux mourront et les jeunes oublieront et on sera débarrassé des Palestiniens. Donc ils veulent, depuis le début, récupérer une terre sans la population indigène qui vit sur cette terre. Et ils ont eu beau chasser plus de 800 000 personnes en 1948, en faisant des massacres et en effrayant, en terrorisant la population. Ils ont chassé à nouveau plus de 100 000 personnes en 1967. Ils chassent tous les jours des gens auxquels ils ne donnent pas la possibilité il suffit de voyager, de ne pas, etc., pour ne pas pouvoir revenir dans son pays. Et malgré tout, les Palestiniens ont résisté, sont toujours là. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous me posez des questions, c'est bien que la Palestine continue à exister et à résister. Donc je pense que Israël n'a pas résolu ce problème, n'a obtenu ni la sécurité, comme on peut le voir en permanence, et ne veut pas de la paix, puisque la paix n'est possible qu'avec une égalité de droits pour tous les gens, quelle que soit leur religion, qui habitent sur cette terre. Et on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, puisque Israël passe son temps à appeler les Juifs du monde entier à venir en Israël. Donc la place, visiblement, ça ne manque pas. Donc égalité de droit, nous faisons comme du temps de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, c'est-à-dire que la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions, c'est rigoureusement ce qu'appelait à faire Mandela, qui a été considéré comme terroriste, qui a été pendant 27 ans en prison et qui appelait à boycotter tout ce qui était exporté par l'Afrique du Sud, pas simplement le raisin ou les oranges, mais également le rugby, les manifestations donc sportives, culturelles, etc. Et c'est grâce à ça, après, je dirais, d'autres moyens de lutte, après la lutte armée, après les sabotages, après les grèves, c'est grâce à cette action de boycott par les citoyens du monde entier. Et avant que les gouvernements s'y mettent, il a fallu plusieurs dizaines d'années de boycott des citoyens. C'est grâce à ça que l'apartheid, la ségrégation, a été abolie. Eh bien, nous ne sommes pas encore à ni 20 ni 30 ans de campagne de boycott et les choses progressent. Justement, pour rebondir là-dessus, pouvez-vous nous parler de la semaine contre l'apartheid israélien qui a lieu en ce moment ? Alors, la campagne de boycott contre l'apartheid israélien, c'est pas pendant une semaine, c'est toute l'année. Ce qui se passe cette semaine, c'est qu'il est demandé par les Palestiniens une plus grande visibilité en faisant en sorte que dans tous les pays, il y ait des actions au même moment pendant la même semaine.
Ça ne veut pas dire qu'on fait du boycott pendant juste une semaine. Hein. Ça veut dire simplement on met les projecteurs dans tous les pays, aussi bien sur le boycott culturel, donc dans les universités, que le boycott sportif, commercial, etc. Donc ça se traduit par de multiples actions. Par exemple, ce soir, en ce qui nous concerne, nous allons à la manifestation, à la marche des femmes, parce que nous sommes aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Eh bien, nous allons défiler dans la marche des femmes avec les photos des prisonnières palestiniennes. Ces femmes qui, voilà, il y en a eu plus de 10 000 depuis 1967, qui sont passées par les geôles de l'occupant et qui sont des femmes et même des mineurs, qui sont des mères à qui il est reproché soit, je dirais, de défendre leur terre, leur maison, de ne pas vouloir partir, ou à qui, je veux dire, on ne donne même pas de raison, parce que c'est ce qu'on appelle la détention administrative, sans inculpation, sans procès, pour des durées illimitées. Et tout à l'heure, vous parliez de l'agence juive en France. Pouvez-vous nous donner quelques infos précises, des personnes, des personnalités? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des agents qui, en France, ont un statut de diplomate. C'est-à-dire que ça leur donne une immunité totale par rapport à ce qu'ils font. C'est quelque chose d'énorme. D'accord? Ça, c'est très important. Officiellement, leur rôle, c'est de convaincre un maximum de Français de faire leur alia, c'est-à-dire d'émigrer en Israël. Comme il y a beaucoup de gens qui partent d'Israël en permanence parce qu'ils sont extrêmement déçus, ou je veux dire, à tout point de vue, je dirais au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue du poids des religieux extrémistes en Israël. Il y a beaucoup de gens qui partent, ça on n'en entend pas parler, mais ils ont besoin de remplacer ces Israéliens qui partent, ces Juifs israéliens qui partent par d'autres Juifs. Mais en réalité, la plupart, je dirais un très grand nombre des membres de l'agence juive ne font pas que ce travail-là, et comme je vous le disais, sont aussi chargés de surveiller et d'espionner, en vérité, la vie de tout un certain nombre de gens pour pouvoir essayer de s'en servir à leur profit, au profit des intérêts israéliens. Si on prend le cas de Meir Habib, que fait-il exactement? C'est seulement un député, ou justement il jouit de la liberté de faire pression par tous les moyens? D'abord, il représente les intérêts d'un État étranger en France. Et donc, il pousse à ce que la France fasse des choses comme, par exemple, autoriser des binationaux, c'est-à-dire des Français, qui ont également par ailleurs la nationalité israélienne ou pas, mais des Français, à aller servir dans une armée d'occupation étrangère. Donc, voilà, on n'arrête pas d'entendre parler des jeunes qui partent en Syrie ou qui partent ailleurs, mais là, on a vu qu'un jeune Français, franco-israélien, Elor Azria, a été commettre des crimes. Voilà, c'est un criminel et il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont des Français dans cette armée d'occupation. Et donc, Meir Habib et d'autres, leur rôle, c'est de faire en sorte que la France continue à collaborer toujours plus avec le terrorisme d'État israélien. D'accord. On va finir sur cette note. Je vous remercie pour cet entretien et à bientôt sur la Tribune des Pirates. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.